Gonna let our bodies talk. Gonna let our bodies talk. Let our bodies talk. Don't say we're gonna let our bodies talk. Let our bodies talk. Don't say we're gonna let our bodies talk. Gonna let our bodies talk. Let our bodies talk. Don't say we're gonna let our bodies talk. Come baby, baby, pull me close. Don't say we're gonna let our bodies talk. Gonna let our bodies talk. Let our bodies talk. Don't say we're gonna let our bodies. Alors on va commencer. Ça va faire venir du monde. C'est un sujet évidemment très important parce qu'il traite du lien entre la fertilité du sol et les complexes argéomiques. Ce lien, il est très important puisque finalement toute ma démonstration, ce sera d'expliquer que le complexe argéomique ou le complexe humique, quand on est dans des sols sableux, protège la plante, hein, pour différentes raisons. Donc, ça ne circule pas les diapos. Ah d'accord. Alors, la fertilité du sol, eh ben, c'est l'aptitude à produire un végétal puissant, résistant, en bonne santé. Et éventuellement esthétique. En fait, donc cette aptitude du sol, elle est soit naturelle, parce que le sol est fertile naturellement. Il s'est constitué au cours des milliers, voire des dizaines de milliers d'années, soit acquise par l'action de l'homme. Donc quand on fabrique un sol sportif, c'est ce qu'on appelle un anthroposol, on reconstitue et on essaie de faire acquérir au sol la fertilité, une certaine fertilité. Il existe trois types de fertilité, trois fertilités. Fertilité structurelle et une fertilité conjoncturelle. La fertilité structurelle est en fait une fertilité tout ce qui va modifier le sol, qui concerne structurellement le sol, pardon. Donc il y a l'acido-basique, le côté pH, calcaire. Il y a la fertilité organique et la fertilité physique. S'il y a un des éléments du sol qui n'est pas rempli, c'est-à-dire on n'a pas le bon pH, le bon taux de matière organique ou le bon équilibre entre les sables et les éléments fins, ben la fertilité peut s'écrouler et produire un végétal peu puissant, peu résistant et moins en mauvaise santé. Et il y a une fertilité, la dernière, qui est conjoncturelle, qui est minérale, qui est quand même liée directement à la consommation des minéraux des plantes. Alors le complexe argéomique, qui est quand même le sujet de notre exposé, ou la capacité d'échange cationique, ben, le complexe argéomique, dans sa définition, sa nomination, veut dire que d'abord c'est un complexe, donc c'est pas forcément facile à expliquer, et que son fonctionnement est complexe. Argilo-humique, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre l'argile et l'humus. Oui. Alors le redox, c'est pas si vous voulez, le redox, c'est un sujet complémentaire, c'est aller voir le potentiel redox du sol à un moment donné, à un instant T, et à certains niveaux de ce potentiel redox, eh ben on va favoriser des maladies, la plante va pas bien se sentir, etc. Eh ben c'est le potentiel d'oxydoréduction du sol. Hein, donc il y a des spécialistes, c'est Olivier Husson à Montpellier qui est spécialiste et qui a développé tout un tas de méthodes là-dessus. Mais ce potentiel redox, il est vraiment couplé aussi au pH. On s'est rendu compte qu'à un certain potentiel redox, eh ben, la plante était moins résistante, en moins bonne santé.
tout simplement parce que elle était plus attaquable par les micro-organismes de type champignon. Donc c'est quand même, entre guillemets, un autre sujet. Mais c'est un sujet de travail très intéressant. Donc ce complexe argilo-humique, il y a une certaine importance ce qu'on appelle le pont calcique, parce que il faut que les argiles soient flocculées. Alors la flocculation des argiles, vous avez argile qui est négatif, humus qui est négatif. La flocculation, c'est le lien entre le calcium, grâce au calcium qui est bivalent, va relier deux charges moins, c'est-à-dire d'un côté l'argile, de l'autre côté l'humus. Ensuite, l'intérêt de ce complexe, c'est qu'il va donner au sol ce qu'on appelle le pouvoir tampon. Alors qu'est-ce que c'est que le pouvoir tampon? C'est le pouvoir à résister à toute variation du sol. Et c'est ce pouvoir tampon qui va permettre de protéger la plante en partie, de protéger la plante contre tout un tas de stress abiotique et biotique. C'est-à-dire stress abiotique, ça va être plutôt lié au climat, et biotique par rapport aux maladies. Donc ce complexe argilo-humique, cette CEC, si vous voulez, classiquement, voilà, ce qui se passe, c'est qu'il y a des cations qui se mettent dessus. Alors qu'est-ce que c'est qu'un complexe qui serait faible? Ça serait entre 10 et 30 milliequivalents. Typiquement, c'est les sables. Les sables n'ont pas de complexe argilo-humique. Il existe des sables en Aquitaine qui sont des sables humiques, donc relativement riches en matière organique naturelle. Mais c'est assez rare. Donc, quand on fait, on constitue un green de golf ou on travaille dans des sols sableux, il faut constituer un complexe, peut-être pas argileux, mais au moins un complexe humique pour faire augmenter ce taux de cette CEC. Et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on descend vers le bas, on passe de 10 milliequivalents par kilo à 200, c'est-à-dire un sol argileux où là-dessus, c'est plus difficile. C'est-à-dire qu'on va dans le trop de complexe argilo-humique, alors qu'avant on était dans le trop faible. Alors on parle aussi de frigo, parce que comme c'est complexe à expliquer, on donne toujours plein d'analogies. On explique, certains disent de garde-manger, donc il faut un minimum de garde-manger pour que la plante puisse aller se servir facilement et qu'elle soit pas en manque. Vous verrez que lorsque le garde-manger est très faible, en réalité, il y a la solution où la plante consomme des minéraux est souvent très faible. Ça donne un certain niveau de pauvreté. Ce complexe argilo-humique, pourquoi je le considère comme très important, c'est parce qu'il permet de donner une certaine résistance au stress. Alors, premièrement, résistance au stress abiotique. C'est l'action du frigo du sol ou du tampon. Donc je répète, le tampon, c'est le pouvoir de résister à tout changement brutaux dû au froid, à la température, à la salinité, au pH. Donc le complexe argilo-humique protège la plante des variations de la température. Donc ça veut dire qu'à l'automne, la température descend moins vite que dans un sol sableux. Et l'été, ça monte moins vite que dans un sol sableux. Donc ça permet de stabiliser les conditions de sol. Pareil, le pH, on s'aperçoit même un sol calcaire de type argilo-calcaire ne dépassera jamais 8 de pH, alors qu'un sol sableux non calcaire peut dépasser les 9. Et vous savez que la relation entre le pH et la chimie du sol est très importante parce que les éléments, par exemple le phosphore va s'allier avec le calcium, etc. C'est-à-dire que la chimie change complètement, la chimie des minéraux. Donc leur assimilabilité, elle se modifie en fonction du pH. Le complexe protège la plante de la salinité aussi. Quand on a... par exemple, on fait un excès d'engrais ou quand on arrose avec une eau salée, ça peut arriver. Des fois, des eaux, les eaux recyclées peuvent être traitées au sel et se retrouver avec un niveau de salinité plus important. Donc, ça s'accumule dans le sol. Un sol qui a un complexe argilo-humique
protégera mieux la plante que si c'est directement sableux et que il y aura directement le contact du sel avec les racines. Ça protège aussi de la sécheresse. Un sol qui a un complexe argilo-humique retient beaucoup mieux l'eau et ça maintient une richesse minérale stable. Ça, c'est l'histoire du frigo qui est un peu plus important. Et du coup, la plante peut mieux, ça alimente mieux la solution du sol. Et donc, la plante n'est jamais en rupture de potassium, phosphore, potassium, calcium, etc. Alors ça, c'est la résistance au stress abiotique. Et après, on a la résistance au stress biotique. Évidemment, ce complexe, c'est le lieu de vie des bactéries, des champignons du sol, etc. Qui vont se fixer sur le complexe humique. Ce complexe humique, de par sa diversité, bloque l'entrée de parasites, de pathogènes de sol. Donc un sol avec un niveau de matière organique qui dépasse les 2% est un sol beaucoup mieux résistant à des pathogènes extérieurs, c'est-à-dire des mycéliums ou des bactéries. Alors j'ai remis ici le rôle de la matière organique qui est multiple et qui finalement nous amène à une meilleure résistance au stress biotique et abiotique. Il y a le rôle physique en termes de structuration, porosité. Ça permet aussi une meilleure rétention en eau. On l'a vu hier avec les stress hydriques des sécheresses ou avec des canicules. La matière organique permet de mieux stocker l'eau et donc globalement augmenter la RFU. La matière organique a un rôle biologique puisque c'est le lieu où le support où les micro-organismes se développent, vont trouver leur énergie, vont trouver les minéraux. Donc rôle biologique. Ensuite, ça a un rôle chimique parce que la matière organique se dégrade, se minéralise et donc refournit des éléments minéraux. Ça stabilise le pH. Donc ça évite de faire des trop grandes amplitudes de pH sur l'année. Bon, c'est le constituant du complexe argilo-humique, CEC, donc stockage des minéraux. Ça bloque aussi les métaux lourds, etc., etc. Donc ça, globalement, ça permet de rendre un milieu racinaire beaucoup plus stable à beaucoup d'agressions diverses et variées. Donc, d'autre part, évidemment, quel est le bon niveau de complexe argilo-humique Il faut trouver le juste milieu. Si c'est trop, si on a un complexe argilo-humique trop, donc on l'exprime en milli-équivalent par kilo, si c'est trop important, on risque d'avoir des excès d'eau notamment ou un manque d'oxygène. Donc c'est pas très bien. Et puis pour le jeu, pour le sport, c'est beaucoup plus difficile en termes d'agression des joueurs de maintenir un gazon en état correct. Donc il ne faut pas aller trop. Et si c'est pas assez, donc c'est le cas des sols sableux qui sont dits squelettiques, c'est de la culture hors sol. Alors la culture hors sol, on connaît bien puisqu'il y a la culture hors sol sous serre, de tomates, de concombres, fraises. Mais à l'inverse des cultures légumières sous serre, la culture hors sol de gazon extérieur subit tous les aléas climatiques, pluie, vent, température, ombre, et donc sont mis dans une situation de gros stress abiotique. Donc les risques et conséquences sur la fertilité et la conduite culturelle si le complexe est trop faible rend un végétal très fragile. Bon, on l'a dit tout à l'heure, température extrême, les humidités variables entre deux irrigations, les montées de pH très significatives au-dessus de 9, les excès de salinité, le lessivage de l'azote et des minéraux. On va voir tout à l'heure dans les analyses de sol, on a des niveaux très très faibles en minéraux, et puis maladie du sol et du feuillage. Alors des exemples d'analyse en fonction, je ne sais pas si on voit bien, en fonction de la... C'est bon? On voit bien? Non? Ça dépend l'âge. En fonction de la CEC, vous voyez ici, on a un complexe de 15. Derrière,
C'est un sol sableux qui n'a pas de matière organique, 0,5%, 5 grammes par kilo. Et là encore, on a un peu de chance d'avoir des minéraux d'aplomb. Un sol non calcaire qui a déjà 8 de pH. Là, c'est une autre analyse avec une CEC squelettique. Donc, il suffit, dis-moi quel est ton niveau de complexe argilo-humique, je te dirai tes problèmes qui peuvent arriver, en quelque sorte. Donc là, on a 8,39, vous voyez, sol non calcaire. Hein. Un argilo-calcaire avec 200 grammes par kilo de calcaire ne dépasse jamais 8. Parce qu'il y a des régulations internes qui bloquent finalement la montée du pH. Là, on est à 8,39 pour un sol non calcaire. On a un niveau organique très faible. En plus, ça évolue mal. Donc là, c'est pas évident. Et ensuite, les minéraux, phosphore, potassium, magnésium, 0. Donc on est obligé, et l'azote, l'azote de la matière organique très peu, pas de minéralisation. Donc en fait, on est dans un profil d'un sol squelettique qui va faire acquérir de la fertilité. Là, on monte un petit peu en complexe, on est à 100 000 équivalents. Vous voyez qu'on a 35 grammes par kilo, 3,5%. Très, très bonne évolution. Un niveau minéral qui est là, qui est présent et qui est un frigo qui est correct, avec un lessivage limité. Donc là, du coup, la plante, elle est protégée par un complexe comme celui-ci. Et on est, en termes de granulométrie, dans un équilibre, vous voyez, 75% de sable, 25% d'éléments fins. Donc on est à la norme, en termes de granulométrie, à la norme 90-113 des terrains de sport. Et puis, l'extrême, là, vous voyez, on a 200 000 équivalents, on a beaucoup d'éléments fins, on en a pratiquement 60%, plus même, 65%. C'est un argilo-calcaire. Vous voyez qu'ici, j'ai pris cette analyse pour vous montrer que on n'a pas dépassé 8 alors qu'on a 40% de calcaire dans le sol. C'est un sol qui est stabilisé, qui a beaucoup de matière organique, mais qui est nécessaire parce qu'il y a beaucoup d'argile. Voilà. Et c'est un sol qui est stabilisé au niveau de cette variation, qui a l'inconvénient de trop retenir d'eau, et donc qui n'est pas du tout adapté au terrain de sport. Donc il faut trouver le juste milieu entre le trop et le pas assez. Alors les pistes d'amélioration, c'est apporter des colloïdes. Les colloïdes, c'est les éléments qui constituent le complexe argilo-humique, donc l'humus ou les colloïdes organiques, en clair la matière organique d'origine végétale qui aurait un rapport C sur N aux alentours de 10. Donc il se trouve des matières dans le commerce d'origine végétale qui sont compostées et qui, avant d'être mis dans le sol, ont des C sur N de 12 à 15, 16, et qui finiront dans la fin de l'évolution sous forme humique avec le bon C sur N. Cette matière organique a un C sur N intéressant, un apport de CEC fort, et minéralisable par les micro-organismes, c'est-à-dire minéralisation après humification, très lentement, mais sûrement, dans une longue durée d'action. Voilà. Alors, si on fait un calcul, par exemple, on a un stade qui fait 6000 m², 6500 m² sur 10 cm, ça fait 650 m3 à une densité d'un 5, soit à peu près 1000 tonnes de terre, et qu'on veut amender 1% de matière organique, et qu'on prend une matière organique à un ISMO de 400 kg par tonne, eh bien, il faut apporter 24 tonnes. Vous voyez, là, en termes de masse volumique, de masse, ces 24 tonnes, il faut les apporter dès le départ, parce qu'après, ça devient plus compliqué, il faut retravailler le sol. On ne peut pas apporter 24 tonnes comme ça en une fois, par corrotage, c'est pas possible. Donc, c'est à la création qu'il faut faire acquérir de la fertilité au sol par de l'amendement organique. Si on veut partir sur 2%, c'est le double, c'est 48 tonnes. Donc c'est quand même un travail
compliqué de mettre à niveau un sol qui aurait naturellement une fertilisation faible, une fertilité faible. Autre piste, c'est de l'apporter de l'argile ou des colloïdes minéraux. L'argile, ce sont par exemple les éolites, les silicates colloïdaux. C'est des produits qui sont secs, qu'on peut mettre en carottage, en incorporation ou à la création en quantité plus importante. Mais à partir du moment où on fait de l'entretien, on est bloqué par la quantité parce que ce qu'il faut, c'est faire bien migrer tous les éléments en profondeur. On travaille en 3 dimensions, donc intégrer tout en profondeur. Autre piste d'amélioration, il faut chercher des équilibres des phases solides, gazeuses et hydriques. C'est-à-dire que avec tout ça, avec tous ces amendements, il faut qu'on retrouve le bon équilibre, à la fois rétention en eau et rétention en air. Voilà, j'ai fini. Donc, vous voyez des questions ? Vous parlez de silicates colloïdaux, vous avez parlé de la zéolite, mais est-ce que l'agrosile LR2, qui est un silicate colloïdal phosphaté, est-ce que ça améliore le CAH aussi ? Alors, oui, l'agrosile c'est un des premiers silicates qui a été vendu sur le marché il y a très longtemps. Et oui, c'est une argile en fait, même si ça n'a pas vraiment son nom, argile, dans sa définition de mot. Par contre, c'est vrai que pour faire progresser la CEC de 10 à 50, 60, c'est des quantités qui sont énormes. Mais l'agrosile a son principal avantage, c'est apporter un petit peu, effectivement, un peu de CEC, mais c'est surtout le phosphore. Comment ? Oui, il faut... j'ai pas compris. Non, il faut que l'agrosile soit incorporé lors d'un carottage. Parce que c'est pas soluble. En fait, il n'y a pas de solubilité dans l'agrosile. Donc il faut l'incorporer physiquement. Soit vous le mélangez à un sable et vous passez, vous passez dans le carottage et vous brossez, soit vous faites en pur et vous passez une brosse, ça descend. On voit très bien. Mais si on fait ça souvent, on voit augmenter progressivement la CEC. Sauf que comme il contient 20% de phosphore, on fait trop monter aussi le phosphore. Donc il y a une limite. Dans ces cas-là, il faut alterner aussi avec des argiles pures de type zéolite, qui elles contiennent essentiellement de l'argile avec des fortes capacités de forte CEC. D'autres questions ? Gonna let our bodies talk.